Environ 10 000 Canadiens sont atteints de la neurofibromatose, une maladie orpheline qui peut entraîner plusieurs complications. Encore peu connue, c'est tout de même la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Des chercheurs québécois dont il s'agit. La neurofibromatose est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes. Il existe deux types de neurofibromatose, la neurofibromatose type 1 et la neurofibromatose de type 2. À chaque année, un bébé sur 3000 naît avec la neurofibromatose de type 1. La neurofibromatose de type 2 affecte environ une personne sur 30 000. Cette maladie atteint autant l'homme que la femme et ne fait aucune distinction ethnique. La neurofibromatose de type 1 est aussi appelée maladie de Recklinghausen. 50% des cas sont transmis de façon héréditaire, l'autre 50% sont le résultat d'une mutation spontanée. Dans la neurofibromatose de type 1, c'est le gène 17 qui est en cause. C'est un des gènes présentant un taux de mutation spontanée parmi les plus importants. La mutation cause l'absence de neurofibromine, une protéine qui régule la prolifération des tumeurs et qui est impliquée dans la potentialisation à long terme, de même que la signalisation intracellulaire. La neurofibromatose est une maladie autosomique dominante. Ainsi, un individu porteur du gène défectueux est nécessairement atteint. Cela signifie également que pour chaque grossesse impliquant un parent atteint, le risque que l'enfant à naître soit porteur et donc lui aussi atteint de la maladie est de 50%. Les manifestations possibles de la neurofibromatose de type 1 sont très nombreuses et de gravité différente d'un individu à l'autre. C'est une maladie dite à expressivité variable. Les manifestations cutanées, oculaires, neurologiques, musculo-squelettiques et cognitives sont parmi les plus fréquentes. On a découvert ça à l'âge de 2 mois. Alors, il a commencé à avoir des taches de café au lait qui sont apparues et puis là, on a tout de suite suspecté la présence de neurofibromatose. Les symptômes cutanés de la neurofibromatose incluent l'apparition de taches café au lait qui apparaissent à la naissance ou avant l'âge de 2 ans. Les taches lenticulaires, qui sont de petites taches de rousseur aux aisselles ou situées à l'aine. Et finalement, les neurofibromes cutanés et sous-cutanés, qui sont des tumeurs bénignes qui se développent à la puberté ou lors d'une grossesse. Parmi les symptômes oculaires, on retrouve les nodules de Lisch, qui sont de petites taches dans l'iris de l'œil, mais qui sont sans conséquence. Puis, il y a la dysplasie orbitaire, qui est une malformation de l'orbite de l'œil. Les complications neurologiques associées à la neurofibromatose de type 1 sont multiples. Il faut d'abord mentionner l'augmentation du risque de développer des tumeurs cérébrales. On compte parmi celles-ci les gliomes des voies optiques. Il s'agit de tumeurs cérébrales issues des cellules gliales. Elles peuvent se présenter entre autres par une diminution de l'acuité visuelle, une proptose ou alors une puberté précoce chez l'enfant. Une autre manifestation caractéristique de la neurofibromatose est le neurofibrome plexiforme. Tout comme les neurofibromes cutanés et sous-cutanés, il s'agit de tumeurs bénignes de la gaine des myélines des nerfs périphériques. Ils sont toutefois généralement plus diffus et peuvent être localement invasifs. Les neurofibromes plexiformes ont également un potentiel de transformation maligne, pouvant se développer en tumeurs malignes des gaines de myéline ou alors en neurosarcome. D'autres manifestations neurologiques peuvent être par exemple des infarctus ou anévrismes cérébraux qui résultent de vasculopathie. On compte également la macrocéphalie, l'hydrocéphalie et l'épilepsie comme autres symptômes pouvant être associés à la neurofibromatose de type 1. Il existe 3 symptômes musculo-squelettiques. Le premier est la scoliose qui se définit par une déformation de la colonne vertébrale. Cela peut être asymptomatique, mais peut aussi causer des douleurs dorsales chroniques, des difficultés respiratoires, une bosse inesthétique ou encore des difficultés à marcher ou à faire certains mouvements. Le deuxième symptôme possible est la pseudo-arthrose qui se manifeste par les os qui ne parviennent pas à se consolider suite à une fracture. Cela résulte en des mouvements anormaux d'amplitude plus ou moins importante. Le dernier symptôme possible est le bowed lower legs, qui consiste en une partie inférieure de la jambe courbée vers l'extérieur. Ceci peut causer de l'arthrite au genou et des difficultés à la marche.
Cette maladie peut notamment causer un défigurement causé par une tumeur interne et se reconnaît par l'apparition de bosses sous la peau. Dans le cas de Thierry, atteint à un degré plus léger, la maladie occasionne un trouble du déficit de l'attention et un léger retard de la parole. Pourquoi une mutation dans le gène codant pour la neurofibromine peut engendrer un trouble d'apprentissage ou un retard de langage? La neurofibromine est impliquée dans la régulation de la libération du neurotransmetteur inhibiteur GABA dans l'hippocampe et le lobe frontal, qui sont deux régions du cerveau qui peuvent réguler la mémoire. Des mutations dans le gène codant pour la neurofibromine conduisent à la perturbation de la signalisation intracellulaire. Cette perturbation vient altérer la libération de GABA ainsi que la potentialisation à long terme et par la suite causer des troubles d'apprentissage et de retard de langage chez les patients. Comment poser le diagnostic de neurofibromatose de type 1? Le patient doit présenter en fait au moins 2 manifestations parmi les suivantes. Au moins 2 neurofibromes ou au moins un neurofibrome plexiforme, au moins 6 taches café au lait, plus de 2 lentiguines axillaires ou inguinales, un gliome d'humeur optique, au moins 2 nodules de Lich, une dysplasie de l'os phénoïde ou une anormalité caractéristique des os longs, comme la pseudoarthrose ou alors un amincissement du cortex des os longs, et finalement, un parent de premier degré atteint de la neurofibromatose de type 1. Il n'existe malheureusement aucun traitement à ce jour pour guérir les individus atteints de neurofibromatose. Le traitement demeure purement symptomatique et le suivi des complications est essentiel. Annuellement, une personne atteinte de neurofibromatose devrait bénéficier d'un examen des yeux, d'un examen dermatologique, d'une évaluation des changements musculo-squelettiques et d'une évaluation de l'apparition de symptômes neurologiques. De plus, les proches de premier degré du patient devraient également recevoir une évaluation afin de s'assurer qu'ils ne soient pas eux aussi atteints de neurofibromatose. Pour ce qui est des traitements des neurofibromes, on retrouve d'abord les agents antihistaminiques qui permettent de réduire les démangeaisons qu'occasionnent certains neurofibromes. On peut également avoir recours au traitement au laser ou à l'excision chirurgicale pour les retirer. Pour ce qui est des neurofibromes plexiformes, la chirurgie est plus délicate. Il est difficile de retirer l'entièreté de la lésion et les risques d'hémorragie sont plus grands. La neurofibromatose est une maladie présente dès la naissance dont l'évolution est très variable d'un individu à l'autre. Le pronostic est difficile à évaluer, mais l'espérance de vie est en moyenne diminuée de 8 années par rapport à la normale. Les causes les plus fréquentes sont des complications liées à l'hypertension, à des lésions médulaires ou à des tumeurs malignes. En conclusion, la neurofibromatose est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes, à laquelle on ne connaît pourtant aucun traitement curatif. L'évolution est imprévisible et les manifestations multiples, touchant aussi bien les systèmes cutanés, musculo-squelettiques que neurologiques. Il n'est pas toujours facile de composer avec la neurofibromatose. Il peut toutefois être intéressant de savoir qu'une association existe pour venir en aide aux gens atteints de cette maladie, présent dans le but de rassembler les familles touchées par la neurofibromatose et sensibiliser la population, de même que les professionnels de la santé, à cette maladie encore méconnue. Bien qu'il n'existe encore aucun traitement à ce jour, les connaissances liées à cette pathologie ont nettement progressé dans les dernières années. Il faut donc conserver un espoir quant à la possibilité de découverte d'un éventuel traitement.